Voilà avec nous maintenant Michel Onfray. Il a écrit 115, au moins 115 livres traduits en 28 langues et il n'a pas sa langue dans sa poche, Michel Onfray, le créateur de l'Université populaire de Caen. Michel, le lien qui unit la campagne et la ville pour vous en tant que philosophe et essayiste, polémiste même, c'est quoi ce lien ville-campagne? C'est une vieille histoire, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, il n'y a pas de ville. Il n'y a que des campagnes, il y a des gens qui errent, qui vont, qui viennent, et puis on commence à fabriquer des petits bourgs, puis des bourgades, puis ça devient des villes. Et plus la ville devient ville, plus elle est tentaculaire, moins elle est viable, moins elle est vivable. C'est-à-dire que moi, je suis né dans un village, 500 habitants, Chambois, dans l'Orne. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est qu'on vit sous le regard d'autrui. C'est-à-dire qu'on sait à quelle heure vous êtes allé chercher votre pain, on sait à quelle heure vous avez pris un café, on sait combien de temps vous êtes resté au café, etc., etc. C'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. C'est-à-dire que la délinquance, l'anonymat, tout ça n'est pas possible. Donc une espèce de sécurité, c'est l'avantage, il y a peut-être un peu plus de sécurité, peut-être moins de liberté. Dans les villes, il y a plus de liberté, moins de sécurité. C'est-à-dire qu'on est dans l'anonymat total, les gens sont là, on ne sait pas avec qui on vit. Des fois, on découvre que sa voisine est morte depuis 3 mois et qu'elle est décomposée et simplement on découvre qu'elle est morte parce que des asticots sont tombés. Et j'ai lu cette affaire-là récemment là, dans votre assiette parce que ça se passait juste à l'étage du dessus. Donc il y a l'inconvénient, c'est-à-dire la liberté sûrement, mais pas de sûreté. Et donc je pense que pour connaître les deux, c'est-à-dire pour être obligé de venir de temps en temps à Paris, puisque la centralisation fait que les télés, les radios, les éditeurs, mon travail, ça se passe là. Donc je viens, mais je repars très vite. Et je sais qu'il y a des inconvénients à la ville, qu'il y a des inconvénients à la campagne et des avantages, mais j'ai préféré effectivement la campagne, parce que d'abord je suis un descendant de Vikings et que ça fait 1000 ans que je suis en Normandie, et je pense que il y a dans les villes une espèce de concentration d'opportunistes, de gens qui veulent réussir, de gens qui veulent gagner. Les Rastignac sont tous là-bas. Alors je dis pas qu'il y en a pas dans les provinces, mais d'abord cette idée de monter à Paris, puis de descendre en province. Cette idée qu'on monte vers Paris comme on monte vers Dieu, quoi, d'une certaine manière, puis qu'on descend en province comme on descend aux enfers. D'abord, je m'oppose vraiment à ce genre de choses, où jadis, je me souviens de gens comme Johnny Hallyday qui disaient qu'ils essayaient leur spectacle en province, et avant de le faire vraiment à Paris, dans le genre, on va voir chez les ploucs. Et puis, s'il y a quelques fausses notes, ils verront pas trop la différence. C'est des crétins. Et puis, à Paris, vraiment, il faut leur donner le meilleur. Moi, je pense que Paris, les villes, mais Paris est un succube. Il se nourrit du sang de la province. C'est-à-dire, dès que vous avez un talent, quelque part, dans quelque domaine que ce soit, s'il doit pouvoir exister, ça va passer par Paris, quoi. C'est-à-dire qu'à Paris, ville extrêmement jacobine, ville centralisée, il y a tous les gens qui font la cuisine, la peinture, la philosophie, la littérature, le journalisme, etc. C'est 20 personnes à chaque fois. C'est-à-dire que, et en plus, celui qui fait le journalisme, qui fait aussi l'édition, qui fait aussi la politique, etc. Donc c'est un tout petit monde fait de gens qui se connaissent tous, qui se détestent tous, tout le monde couche avec tout le monde, la maîtresse de l'un et la femme de celui-ci qui deviendra la nouvelle épouse de celui-ci quand il y aurait eu, etc., etc. Il y a un copinage généralisé. Alors je ne dis pas que la province c'est formidable et que la ville c'est terrible, mais je dis simplement qu'il y a quelque chose de délétère dans la ville, parce qu'il y a effectivement cette espèce d'anonymat généralisé et cette espèce de concentration de tous les opportunistes qui veulent réussir et qui sont tous là pour ça et qui sont finalement dans une logique assez cynique. Dans la campagne, il y a un autre rythme, un autre temps. Moi je vois bien quand je prends le train à Caen, que j'arrive à Paris, je monte dans le train avec un rythme particulier, je descends du train, il y a un autre rythme. C'est-à-dire, les gens marchent comme des fous, ils donnent des coups de valise dans les chevilles parce qu'on n'avance pas assez vite, tout ce genre de choses. Et effectivement, on voit bien que ce sont vraiment deux mondes. Et Tocqueville a écrit un très beau livre qui s'appelle L'Ancien Régime et la Révolution française, pour nous expliquer que la Révolution française n'a pas changé grand-chose parce qu'elle a gardé la centralisation. Et depuis Philippe le Bel, il y a une centralisation à Paris. Et la Révolution française aurait pu choisir avec les Girondins et pas les montagnards la possibilité pour les provinces, pour les régions, pour les départements d'exister. Il y avait 83 départements à l'époque et les Girondins qu'on méprise aujourd'hui, qu'on déteste vraiment dans l'historiographie, ils sont mal vus les Girondins. Les Girondins disaient, il y a 83 départements, pardon, il faut que Paris pèse 1/83e de la représentation nationale. C'est une façon de dire, pas plus, pas moins. C'est un 83e, voilà. De la même manière que le département de l'Orne ou que le département de Corse. Et c'était une vision du monde qui était tout à fait différente. Pour le coup, révolution, il y aurait eu. Mais il n'y a pas eu vraiment révolution dans la mesure où on a centralisé, et on voit bien qu'après, on a eu Napoléon III, puis on a eu Napoléon, puis on a eu le général de Gaulle. Aujourd'hui, on a un Macron qui a utilisé, je ne sais combien de fois, 10 fois, je crois,
le 49-3 à l'Assemblée nationale, on fait pas plus autocrate. Il y a un personnage qui dit, moi j'ai décidé à Paris que les choses seraient comme ça. Puis vous, en province, vous prendrez ce que j'ai décidé, quoi. Donc de fait, je pense que le combat des provinces, des campagnes, de la ruralité est toujours à mener. Est-ce que après le Covid, la campagne n'a pas retrouvé un peu de certaines valeurs? Est-ce qu'on n'a pas besoin de ces valeurs justement pour peut-être sauver la France? C'est peut-être les valeurs de la campagne qui vont demain permettre d'avancer dans le bon sens. Moi, je vis en Normandie et j'ai vu effectivement le prix de l'immobilier augmenter parce que des Parisiens se sont dit, bon, on est à Paris, s'il faut vraiment pouvoir vivre dans le confinement, il faut qu'en 2 heures de route, on puisse être loin de Paris et en campagne. Donc, d'où Deauville, d'où le Mortagne, enfin le Perche, et d'où aussi un petit peu le Pays d'Auge. Mais je ne pense pas que la campagne, ce soit une espèce de zoo dans lequel on puisse trouver la tranquillité. Tous ces gens qui nous disent, ah, la campagne c'est formidable, voilà pourquoi je porte plainte contre les coqs qui chantent le matin, contre les cloches qui sonnent le matin, contre l'odeur du fumier, contre la présence des vaches, ou contre... Il y a un moment donné où on dit, écoutez, si vous venez chez nous, c'est pas vous qui allez faire la loi chez nous, il y a une loi ici, vous allez la respecter ici. Ici, ça sent la vache, vous entendez le clocher, il y a des coqs qui, etc. Et voilà, si vous vivez ici, il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire la loi ici, non. Et donc, il y a une façon un peu... Moi, j'ai vu quelques bouquins qui m'ont été envoyés de gens qui sont dans la banque, dans les médias à Paris, et ils ont acheté une maison dans le Perche, et ils vous expliquent comment, en fait, bon, on vient civiliser les ploucs, en gros, quoi. On rentre dans le... Alors, c'était des conseils, en disant, si vous voulez parler aux sauvages, il va falloir vous y prendre comme ça, rentrez dans les écoles, mettez-vous dans les réunions de parents, faites... Enfin, pour qui nous prennent-ils, quoi? Cette façon de dire, on arrive, nous, on sait, on est les seigneurs, quoi. On vient de Paris, quoi. On va leur donner la civilisation. Comme jadis, les bons blancs allaient voir les mauvais nègres à qui on allait donner la civilisation en disant, on vous colonise, mais c'est pour votre bien. Sachez-le, c'est vraiment pour votre bien. Mais là, c'est exactement la même chose. Les Parisiens arrivent en disant, on va vous apprendre les mœurs, la politesse. Est-ce que vous savez qu'on peut prendre des douches? Est-ce que vous savez que l'électricité, ça existe? Et on vient là pour vous le dire, quand même, parce que vous êtes un peu demeuré. C'est pour ça qu'on vous aime bien, d'ailleurs, hein. Il y a quelque chose de sauvage chez vous. Vous ressemblez un peu aux singes. Et moi, j'ai pas beaucoup aimé ça. Ces gens qui faisaient des livres là-dessus, qui m'envoyaient ça avec des dédicaces dans le genre, ce livre qui vous plaira beaucoup. Je suis un gentil garçon, donc voilà, je réponds pas. Mais j'aurais pu répondre, je détestais votre livre parce que vous avez vraiment dit tout ce qui me déplaisait puissamment. Ça pouvait pas me plaire, quoi, cette façon de procéder. Michel Onfray, les territoires, les terroirs, les traditions, on a l'impression que c'est un peu gommé aujourd'hui dans cette société, par certains médias mainstream aussi. Vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce qu'il faut redonner des couleurs aux traditions, aux provinces? On en parlait il y a un instant. Oui, parce que vous savez, cette phrase terrible du maréchal Pétain, la terre, elle ne ment pas, a été écrite par Emmanuel Berle, qui était un intellectuel juif associé au Proust et au Bergson. On fait pas plus intello quand même, hein, comme lignage. Et donc, dès que vous dites « j'adore la nature, j'adore la campagne », vous êtes vichiste, vous êtes pétiniste, etc., etc. Il y a juste un moment donné où Virgile n'était pas pétiniste. Hein, et donc, le vieux paysan virgilien, Envoi géorgique, par exemple, qui est un magnifique poème sur la nature, sur les cycles, sur le cosmos. Mon père était ouvrier agricole et il m'a transmis ça, le sens de la nature, mais pas le sens de la nature selon Sandrine Rousseau, quoi. En disant, il y a des cycles, le jour, la nuit, les saisons, et puis les saisons avec les années qui font qu'un jour, on passe son tour, parce que voilà, les jeunes ont à prendre leur place. Ça, c'est une sagesse. C'est vraiment une écologie, au vrai sens du terme. L'écologie, elle est vraiment là. C'est pas l'écologie urbaine, jadis, souvenez-vous, on a là, je vous et moi, je vous ferai pas offense en disant ça, mais d'avoir entendu parler du pot catalytique. En entendez-vous parler aujourd'hui? C'est fini, le pot catalytique. À l'époque, c'était l'avenir de l'humanité, les pots catalytiques. Maintenant, l'avenir de l'humanité, c'est la voiture électrique, c'est la voiture hybride. Et la voiture électrique, elle est faite avec des composants, des matériaux qui supposent que la France soit dans des logiques colonialistes à l'endroit de l'Afrique. Nous pillons le sous-sol africain pour fabriquer des énergies prétendument non polluantes. C'est extravagant, quoi. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter un petit peu tout ce délire que les écologistes nous infligeront en nous disant on va vous expliquer la nature. Non, c'est à nous, provinciaux, campagnards, d'expliquer aux gens ce qu'est la nature, en disant vous allez vous installer là, vous allez vous taire, vous allez vous mettre au milieu du jardin, vous allez regarder la Voie lactée, vous ne l'avez jamais vue, vous ne savez pas ce que c'est une Voie lactée. Parce que si vous habitez dans une ville, quand vous levez la tête, vous avez les éclairages jaunasses, des éclairages de la municipalité, et vous ne savez pas ce que c'est qu'une Voie lactée. Et puis vous n'allez pas entendre non plus le chant d'une chouette, vous n'allez pas entendre non plus au matin les bruits de la nature qui s'éveillent ou ce genre de choses. Donc
un peu d'humilité, apprenez que la province a des choses à vous dire. Et je pense que les jeunes ne sont pas sensibles à cette idée de la terre, elle ne ment pas, Vichy, Pétain, etc. Ce sont juste des gens qui ont compris que c'est un on qui est un pluriel de majesté, moi je me sens pas trop coupable, mais on a pollué la nature, on a détruit la nature, qu'on a détruit les sols et les sous-sols, ça paraît évident, et qu'aujourd'hui on peut produire autrement, distribuer autrement, fabriquer d'autres produits. Vous avez vu ma belle tomate, elle est jolie à voir, ma tomate rouge, hein, sauf qu'elle est immangeable. Et elle a été, cette tomate, fabriquée pour être ronde, rouge, belle à voir, mais pas à manger. J'ai remangé ces tomates, elles ont goût d'eau. Et vous avez des jeunes paysans aujourd'hui qui disent non, mais on veut pas ça, nous. On n'a pas fait des tomates parce qu'il fallait les calibrer pour les rentrer dans les cajots de façon à ce que ce soit bien rond, parce que les orifices pour accueillir la tomate sont bien ronds, etc. Et non, on a des tomates, elles sont mal fichues, tavelées, tordues, etc. Mais goûtez-les. Et vous allez voir, c'est autre chose. Et on a une jeune génération en laquelle j'ai confiance, qui produit autrement, distribue autrement, et sur les marchés dit, mais nous on a des produits propres. Vous allez les goûter. Et puis vous achetez votre produit, vous dites, oh, je retrouve le goût de mon enfance. Alors, moi j'ai une enfance préservée. Je suis né en 1959, donc je sais ce que c'est que le goût des choses. Mais des enfants, enfin des jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, et qui n'ont été élevés qu'avec du lait dégoûtant, avec du beurre dégoûtant, avec du pain dégoûtant, etc. Ce sont des gens qui disent, mais il est pas bon votre beurre, il pue, c'est désagréable, parce qu'ils ont l'habitude d'une espèce de matière indicible, on ne sait pas à quoi ça ressemble, et là d'un seul coup dans le beurre, on leur dit, vous savez, le beurre c'est fait avec le lait des vaches ça mange de l'herbe, et des fois dans l'herbe, il y a par exemple ce qu'on appelait nous des jaunets, des boutons d'or. Et bien quand il y a des boutons d'or dans l'herbe, eh bien votre beurre il est jaune. Et puis si la vache elle mange aussi de l'ail sauvage, eh ben, dans votre beurre vous aurez un goût d'ail par exemple. Et on disait, ah, mais je ne savais pas du tout ce genre de choses. Il est très jaune, il a un goût très fort, et ben on dit, ben, c'est ça le vrai goût du beurre. Et aujourd'hui, sur les marchés, on peut refaire des éducations avec des enfants. Si on a des enfants, moi j'ai des petits-enfants aujourd'hui, l'idée de se dire, ah, on va pouvoir leur faire goûter du vrai pain, du vrai beurre, des vraies tomates, des vrais fruits, des vrais légumes, des bonnes viandes. Pas forcément manger de la viande tout le temps, mais juste dire, à chaque fois que vous allez manger un poulet, il aura un goût de poulet. Vous savez, plutôt que ce poulet, le jour où vous l'avez cuit, vous prenez la cuisse de poulet, vous tenez le morceau d'os, puis vous balancez comme ça, la viande s'en va toute seule, il vous reste le truc comme ça. Il a été fabriqué comment ce poulet? C'est pas possible. C'est une abomination de la désolation. Et je crois que dans les provinces, dans les campagnes, une jeune génération qui ne s'encombre pas des discours écologistes ou des discours d'intimidation, du genre vous êtes des pétinistes, ce sont juste des gens qui disent goûtez mes produits. Ça vous plaît? Et ben voilà, l'affaire est réglée. Merci beaucoup Michel Onfray pour ce regard de philosophe, d'essayiste, de polémiste sur cette problématique de la ruralité. Merci beaucoup. On connaît votre goût pour les bonnes choses. Merci Michel Onfray, merci beaucoup. Merci à vous. C'était riche.